suis ravie de pouvoir vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui avec une invitée vraiment spéciale que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup dans mon cœur, c'est Zoé. Zoé, tu vas bien? Ça va, merci beaucoup Mélanie de me recevoir sur ton podcast. Bah, avec plaisir. Zoé, est-ce qu'en quelques mots tu peux te présenter? Ce serait trop cool. Oui. Alors moi je suis comédienne, j'ai 27 ans, je suis connue entre guillemets aujourd'hui pour mon rôle dans la série Plus belle la vie, encore plus belle. Et j'ai un parcours un petit peu pluridisciplinaire parce que avant d'être comédienne, j'ai été danseuse, ce que j'ai pas entièrement mis de côté. Et voilà, donc j'ai aussi monté ma compagnie de théâtre danse et j'évolue un petit peu en fonction des opportunités qui se présentent à moi. C'est génial, merci beaucoup. Est-ce que tu es d'accord de répondre à quelques questions pour toutes les personnes qui pourront nous écouter? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Est-ce que en premier, donc tu peux nous raconter ben, ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné en fin de compte envie d'être comédienne, actrice et puis comment t'as arrivé à intégrer justement cette série dont tu parlais, Plus belle la vie, encore plus belle. Alors de base, je viens du monde de la danse. Pendant très longtemps, j'ai voulu être danseuse, mais je viens du monde de la danse classique, ce qui est assez complexe en fait de se créer une carrière de danseuse classique. C'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices que j'étais pas forcément prête à faire. Et je pense que de toute manière, j'aurais pas eu la technique qu'il fallait. Donc je me suis retrouvée en fait à un moment de ma vie, au lycée quand tout le monde fait ses choix post-bac, vers, souvent, des filières un petit peu plus, générales, à me dire: «Ben, OK, je dois faire une croix sur, la carrière de danseuse que je m'étais toujours imaginée et qu'est-ce qui va se passer pour moi?» Je savais que j'étais attirée, par tous les métiers, un peu de lettres, on va dire. En tout cas, j'étais beaucoup intéressée par le journalisme ou alors, par, des métiers, toujours avec une fibre artistique. Pendant longtemps, j'ai voulu être, photographe, reporter et en fait, ma maman, me voyant un petit peu perdue face à ce choix-là, me donne l'info sans penser, je crois, hein, que sans penser que je voudrais devenir, comédienne, me, me dit que le l'école du cours Florent ouvre à Montpellier et que, ils font des stages. Donc elle me dit: «Tu devrais y aller parce qu'à la danse, on a toujours dit que tu étais une bonne interprète quand on te voit danser, donc essaye, tente» et en fait, je me suis retrouvée à 17 ans à faire un stage de théâtre et à revenir du premier jour de stage en disant à mes parents: «Mais c'est ça que je veux faire, en fait». Genre vraiment, c'était une révélation. Donc je peux pas dire que c'était un rêve d'enfant, il y a des gens qui, depuis toujours, ont voulu être comédiens et ont poursuivi leurs rêves. Moi, c'était pas du tout le cas, ça s'est vraiment réveillé sur le tard, enfin sur le tard, si on peut appeler ça sur le tard, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des d'autres carrières professionnelles avant ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai intégré une école de théâtre à 18 ans. J'ai suivi un parcours, finalement un peu banal, quand on veut devenir comédien. J'ai été formée au théâtre, j'ai trouvé mon agent quand j'étais à l'école, j'ai commencé à avoir quelques contrats. Le premier contrat professionnel que j'ai décroché, c'était en tant que danseuse. Après, je suis passée un petit peu plus sur, l'audiovisuel, donc j'ai fait mes premiers tournages et bon, un parcours un petit peu semé d'embûches comme, beaucoup d'artistes avec beaucoup de jobs alimentaires entre chaque casting et puis un jour le casting de Plus belle la vie tout simplement et j'ai été prise et depuis un peu plus de 2 ans, bah, cette aventure-là est rentrée dans ma vie. C'est génial, c'est très inspirant en tout cas. Merci. Dans un métier justement où j'imagine qu'il y a de la concurrence, il peut y avoir aussi des critiques, ce genre de choses. Comment toi tu trouves le courage de t'affirmer là-dedans, de te sentir, tu sais, de te sentir à ta place légitime, que ce soit sur scène ou en tournage? Comment tu gères tout ça? Ben, en fait, je pars du principe que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Je suis pas sûre d'être de base, quelqu'un qui a confiance en elle. Mais en fait, si jamais j'écoute, les peurs qui peuvent me diriger dès que j'ai des doutes, ben, je me rends compte que je fais rien. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut surtout avoir un déclic de un peu se ficher du regard des autres et se dire: «Bah, tant pis, je le fais». En fait, j'ai jamais eu peur de l'échec. Je crois que c'est ça qui m'a sauvée. C'est que je me suis toujours dit: «Bah, fais-le, au pire,
au pire, tu te casses la gueule, mais tu y es allé, quoi. Donc du coup, j'ai un peu toujours été, dirigée par, cette envie-là et ce qui m'a permis de faire beaucoup de choses et de m'essayer à beaucoup de choses et d'échouer beaucoup. Mais ben, du coup, bah, quand on plus on tente, plus on a un pourcentage de réussite qui est supérieur, quoi. Donc je crois que c'est un petit peu ça qui me sauve tous les jours. C'est pas forcément que j'avais confiance en moi dès le départ, c'est juste que j'ai fait en me disant: «Essaye de pas trop te poser de questions» et je me disais: «Bah, si les autres, le font, pourquoi pas moi?» Donc il y avait un peu un truc de j'avais pas l'impression de mériter plus que les autres, d'être plus attendue que les autres, mais je me disais: «En tout cas, si je travaille, je vois pas pourquoi je réussirais moins que les autres». Donc j'ai essayé de grandir, on va dire, émotionnellement avec cette pensée-là, d'évoluer avec cette pensée-là et je crois que ça marche plutôt bien. C'est génial. Donc tu construis, en fin de compte, tu as construit cette confiance en toi et puis le fait que bah voilà, t'as pas peur, t'as pas eu peur de l'échec. Donc en fait, tout ça, ça t'a amené là où tu en es aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, après la critique, je crois qu'on est toujours, soumis à la critique, que ce soit, la critique, de professionnels, que ce soit, des gens dans notre entourage. Parce que c'est sûr qu'en plus, quand on fait des milieux artistiques, on est vraiment confronté à des je vais pas dire de la jalousie, mais, on est beaucoup confronté au regard des autres. Donc forcément, il y a beaucoup de jugement. En tout cas, voilà, c'est du jugement et bah, je crois que si on construit pas ça, cette confiance en soi, en fait, on tente rien et on n'évolue pas. Donc j'avais un peu pas trop le choix. C'était un peu j'étais en mode survie. Si tu le fais pas, il y en a d'autres qui le feront à ta place et toi, tu iras faire autre chose. Et mon amour pour ce métier-là, ma volonté d'y arriver, elle était supérieure aux remises en question que je pouvais avoir. C'est super. C'est super. Merci pour ce partage parce que vraiment, c'est chouette. En tant qu'actrice, justement, ta voix elle raconte une histoire. Est-ce que à un moment, tu as compris qu'en fin de compte, ta voix, elle pouvait changer la perception que tu as ou que tu avais de toi, en fin de compte? Bah, oui, forcément, parce qu'en plus, ma voix, c'est vraiment mon outil principal en tant que comédienne. C'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. Heu, Si j'en prends pas soin, je peux pas travailler. Donc forcément, j'ai un rapport avec ma voix qui est important. Hem, J'essaye de pas trop me poser de questions parce que, j'essaye de pas mettre trop de pression là-dessus. Mais je crois qu'en fait, tout simplement, techniquement, il y a des choses à apprendre sur sa voix et si on la pose bien, si, en école de théâtre, par exemple, on nous apprend ce qui est, une voix de ventre, une voix de tête, ce qui, je suppose, je ne chante pas, mais je suppose est la même chose en chant. Hem, Tous ces éléments techniques-là, on va dire que c'est comme des piliers pour notre vie qu'on peut réutiliser après, qu'on apprend, qu'on oublie, mais qui reviennent un petit peu comme gage de sécurité. Et je me rends compte que techniquement, par exemple, moi en tant que comédienne, en tout cas, vu que là on parle de ce cas précis, on va m'écouter davantage si ma voix est bien placée, si tout ce que je dis est audible, bien articulé. Donc je crois qu'il y a un apprentissage technique qui est venu d'abord et puis ensuite, en fait, une relation un peu particulière avec ma voix. Ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment ado, on se moquait de ma voix. J'ai jamais trop compris pourquoi. On me disait que j'avais une voix bizarre et le genre de truc qui crée des complexes ou dans les cours de récré, on te dit ça, toi, tu jamais eu cette réflexion-là sur ta voix et tu te dis: «Bah, bizarre, pourquoi ils disent ça?» Donc du coup, ça crée un petit complexe. Je suis arrivée en école de théâtre, pareil, on m'a dit que enfin, certains profs me disaient que j'avais une voix métallique. J'ai jamais trop compris ce que c'était qu'une voix métallique. Encore aujourd'hui, je pourrais pas le décrire précisément et donc j'étais toujours partie du principe qu'en fait, j'avais pas une jolie voix et qu'elle allait plutôt me mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose et puis, bah, bizarrement, c'est en l'oubliant, je me suis dit: «Bah, tant pis, faut pas que j'écoute ce genre de commentaires un peu négatifs. Je vais travailler sur ma voix comme les autres, mais sans penser que j'ai des difficultés supplémentaires» et bah, c'est plus je travaille aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ma voix ait changé et plus le regard des autres a changé et aujourd'hui, on a tendance à me dire que j'ai une jolie voix, que j'ai une voix posée, une voix douce, alors qu'avant, on me disait tout le contraire. Et je crois qu'en fait, c'est plutôt le regard des gens.
sur moi qui a changé plutôt que ma voix. Ouais, c'est intéressant. En plus, il y a vraiment, on a tous une voix qui est complètement unique. Et plus on apprend à l'aimer, plus on apprend à travailler avec elle. Et plus en fait on l'assume et en fait on va venir l'incarner. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, oui, je suis complètement d'accord parce que en fait, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose dans le sens où, comme tu dis, plus on apprend à l'aimer, plus on finira par l'aimer. Dans des métiers où on est confronté régulièrement à sa voix, donc en tant que comédien ou en tant que chanteur, par exemple, ou je sais pas, présentateur télé, on va être habitué. Donc on l'accepte plus rapidement parce qu'on l'a entendu davantage. Alors que quelqu'un qui n'est pas confronté à sa voix au jour le jour, il va s'entendre sur une vidéo, il va faire: «Oh là là, mais je déteste ma voix, elle est horrible». Et j'ai l'impression que ça, c'est assez universel. Moi, les premières fois où j'entendais ma voix, je me disais: «Mais c'est ça ma voix?» On l'entend jamais pareil que comme elle résonne en nous et comme on l'entend de l'intérieur Ouais. et donc chacun a un avis sur sa voix et plus on l'entend, plus on la travaille, plus on l'accepte en fait, plus on s'en fiche totalement, c'est un non-sujet. C'est ça. Et on finit par l'incarner complètement et incarner aussi toute son unicité. Et puis justement, on aime bien appeler ça chez les chanteurs ou chez les conférenciers, les entrepreneurs, toutes les personnes les comédiens, les personnes qui utilisent leur voix, c'est aussi de pouvoir incarner cette signature vocale. Et je trouve que quand on l'incarne avec toute toute son unicité, c'est là où vraiment on se sent bien avec soi en fin de compte. Oui, complètement et puis, il faut aussi se dire que c'est les singularités qui font la force et finalement, bah, parfois avoir une voix différente de ce à quoi on s'attend ou de la norme, je sais pas trop ce qu'est la norme, hein, chacun a une définition différente et bah, c'est ce qui justement va nous rendre uniques. Je sais que moi, on m'a souvent reconnue grâce à ma voix. Ça m'est déjà arrivé, de commander, je sais pas, là, j'ai un souvenir dans une boulangerie qui me vient où j'avais casquette, lunettes et j'ai juste passé la commande et la vendeuse a levé la tête, elle m'a dit: «Je vous connais» et je me suis dit: «Mais c'est incroyable comme expérience, ça veut dire qu'elle a reconnu uniquement ma voix». Donc non, en fait, on peut se rendre compte que ça fait complètement notre force, tant mieux si elle est différente. Exactement, ouais, je te rejoins complètement. Et justement, est-ce que tu as eu, toi, un moment où tu as pu être confronté à, par exemple, du stress, tu sais, un gros stress, un gros trac est-ce que tu es confronté à ça par rapport à ta gestion émotionnelle comment tu fais pour dépasser, par exemple, des périodes de travail, par exemple, qui peuvent être plus stressantes? Bah, franchement, je trouve que ça fait un lien avec la question qu'on s'est posée sur la confiance en soi parce que pour moi, le stress, c'est quelque chose qui apprend à se gérer et qui se cultive, enfin qui se cultive. Non, la confiance en soi se cultive et donc le stress, il y a un travail à faire là-dessus aussi. Et évidemment que je suis très souvent stressée. Franchement, dès que je commence un nouveau projet, je suis stressée parce que c'est des nouvelles équipes, ça veut dire que c'est des remises en question. La première fois quand j'ai commencé, mon premier jour de tournage sur Plus belle la vie, j'étais immensément stressée, si bien que, on est donc, microtés, dans nos costumes. L'ingé son vient me voir en me disant: «Ça va Zoé, tu stressée?» Je lui dis: «Ah non, non, pas du tout» et il me dit: «Si, si, j'entends ton cœur battre dans ton micro». Tellement mon cœur battait fort, quoi. Donc ça m'arrive très régulièrement d'être stressée. Par contre, bah, je fais le choix de pas me laisser envahir dans le sens où, après ça, c'est très personnel, hein, parce que je crois que chacun gère comme il peut, surtout. Mais moi, j'arrive à me dire: «Allez, on balaye», tu te mets en mode automatique et si jamais j'arrive pas, j'ai un peu le mantra «Fake it till you make it» qui dirige ma vie, de me dire: «Bah, si jamais là, tu es trop stressé, tu crois pas en toi, tu penses que tu vas faire n'importe quoi, que tu es pas à ta place» et bah, je me dis: «Fais semblant». Fais semblant jusqu'à être persuadé que tu es à ta place et que tu vas y arriver aussi bien qu'un autre, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça que je gère mes périodes de stress. Je sais pas si c'est bien. Après, je crois qu'il faut aussi surtout, en parler beaucoup, si jamais c'est quelque chose qui nous travaille trop, s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir en discuter et hem et et ouais, foncer. En fait, je crois qu'il faut essayer de pas trop se poser de questions. J'aime beaucoup ta vision parce que on a vraiment la sensation aussi, tu sais, que tu as cette capacité à t'écouter toi-même et puis aussi à prendre du recul et à te dire allez, on se lance, allez, on y va et puis de toute façon, il y aura des solutions quoi.
Ouais, bah, en fait, je pense que c'est aussi l'expérience un petit peu qui veut ça. C'est-à-dire que j'ai été confrontée au stress, mais comme tout le monde, hein, là je dis moi par rapport à mes expériences personnelles, on a tous nos expériences. J'allais dire que pour mon cas, j'étais confrontée assez tôt parce que j'étais sur scène tôt vu que j'ai longtemps fait de la danse et hem et en fait, quand j'avais des rôles de soliste, il y avait des fois où je me mettais une pression monstre et je me disais, un jour, je me souviens, je m'étais blessée, enfin bref, j'arrivais pas à monter sur pointe. Et pendant la chorégraphie, on avait prévu un plan B avec mon partenaire si jamais je tombais de pointe. Et il est arrivé ce qui devait arriver, je suis tombée de pointe. Et donc, il a fallu faire cette petite improvisation dansée. Je suis sortie de scène, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Pour moi, c'était la fin de ma vie, c'était une catastrophe. Mais en fait, j'ai retrouvé mes proches, mais personne n'avait rien vu. Dans le public, personne n'avait rien vu. Et c'est ce genre d'expérience où tu te dis, mais ça vaut pas le coup de se mettre dans un état comme ça, en fait, parce que tu vas pas mourir de tes erreurs, tu vas pas mourir de tes échecs. Donc, ça sert aussi à dédramatiser un peu le stress. Souvent, j'ai l'impression que notre imaginaire, le monde qu'on se construit dans notre tête, est supérieur à ce qui va réellement se passer. Ouais. Et donc ça vaut pas le coup de stresser autant parce que si on y va sans trop se poser de questions, on se rend compte que finalement, c'était pas forcément la montagne qu'on s'était imaginée. Et ça, c'est vrai que c'est important de bien garder en tête parce que, comme tu dis, souvent on a tendance à vraiment, tu sais, ouais, on a l'impression que ça va être plus dur que ça peut l'être, ou on va s'imaginer vraiment un petit peu on tombe un petit peu dans les scénarios qui nous font peur. Et bah, comme tu Ouais. disais, bah, en fait, nos peurs finissent par prendre le dessus aussi sur nous, sur notre confiance en nous, etc., notre capacité à oser. Ouais, complètement et je suis assez convaincue de la pensée positive. C'est ma meilleure amie en école de théâtre qui m'avait dit ça. Le premier contrat que j'ai décroché dont je parlais, qui était un contrat de danseuse, c'était pour un grand metteur en scène italien, donc je passe le casting en me disant: «Il y a quand même très peu de chances que ça fonctionne» et en fait, je reçois la réponse et on me dit bah, que je suis pas prise et je me dis: «Bon, ben, trop dommage, quoi». Et en fait, pendant tout le processus d'attente après avoir passé le casting, ma meilleure amie me disait, «La pensée positive entraîne le positif. Sois persuadée que tu vas l'avoir et tu verras, il y a des choses qui vont se passer». Et en fait, j'ai mis ça en place, je reçois le refus et je me dis: «Bon, son truc, ça marche pas du tout» et en fait, une semaine après, on me rappelle et on me dit qu'ils choisissent 10 danseuses, qu'il y en a une qui s'est blessée, donc qui va pas le faire et que j'étais la première en liste d'attente. Et donc que je rejoins la compagnie et je me suis dit: «Bah, OK, bah, je crois que finalement je vais appliquer ça dans la vie parce que ça marche pas si mal son conseil». C'est génial. Est-ce que justement, toi, tu as des rituels avant de monter sur scène, avant un tournage? Est-ce que tu as des petites choses que tu aimes faire et qui te permettent de pouvoir être pleinement dans ce que tu fais? Alors je dirais que ça dépend des projets. Par exemple, là, si on parle de Plus belle la vie, c'est une série quotidienne où tout va très vite. On n'a pas forcément le temps de mettre en place des rituels. On nous apprend plutôt à être des machines de guerre. Donc, on se fait préparer pendant qu'on répète, on fait toujours plein de trucs en même temps et une fois qu'on fonce sur le plateau, tout est chronométré, le troisième assistant réel vient nous chercher, on est arraché du HMC pour être jeté sur un plateau. Il faut jouer tout de suite, on a très peu de prise, donc on nous apprend vraiment à être efficace très vite et après à oublier et vite passer à autre chose. Donc, je crois que cette euphorie, on apprend à la dompter et donc on oublie un peu de stresser au milieu de tout ça et puis aussi on a la chance de tourner régulièrement avec les mêmes équipes sur le même plateau, donc le stress diminue forcément. Ouais. Par contre, si on parle d'autres projets, je sais qu'au théâtre, j'écoute beaucoup de musique avant de rentrer sur scène, selon ce que j'ai à jouer. Après, c'est vraiment des techniques, je sais pas si c'est conventionnel comme technique, chacun a la sienne. Moi, je suis très team, il faut prendre ce qui nous fait du bien, il faut faire ce qui nous fait du bien et pas trop écouter les conseils de tout le monde, on est tous différents. Je me suis rendu compte, à force de monter sur scène, que en fait, ben, la musique me mettait dans une espèce de bulle de concentration et que je rentrais un peu en introspection et que j'étais pleinement connectée avec moi-même. Donc la musique aide beaucoup et si jamais j'ai un stress que j'arrive vraiment pas à gérer, des exercices de respiration.